J'ai toujours adoré le Proche-Orient. C'est très passionnant. Pas nouveau ce que je vous dis, mais c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Vous voyez, regarde, je commence par le terme assez imprécis de quelque chose. En fait, le Proche-Orient, c'est une représentation. J'entre dans le vif du sujet, au sens lacostien du terme. Mon maître en géopolitique étant Hugh Lacoste. Vous avez cru que j'allais attendre pour en parler? J'en parle tout de suite. Parce que c'est une représentation. Est-ce que le Proche-Orient correspond au Moyen-Orient, au Middle East? Non. Bon. Alors je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Mais ça m'a toujours intéressé. D'abord parce que c'est complexe. Ensuite parce que je n'aime pas le manichéisme et que les gens parlant du Proche-Orient ou du Moyen-Orient, et beaucoup d'autres thématiques aussi, mais en particulier peut-être de cette région, sont parfois poussés au manichéisme. Les bons, les méchants, les forts, les faibles. C'est toujours beaucoup plus compliqué. Et puis, je me suis toujours passionné pour la stratégie, l'art militaire, l'histoire militaire, plutôt d'ailleurs médiévale occidentale. Je ne suis pas forcément poussé à travailler dessus, mais lorsqu'on croise la passion pour l'histoire d'une part, l'histoire et la stratégie au sens large du terme d'une part, et une région d'autre part, la géopolitique du Proche-Orient. Donc j'ai fait ma thèse, d'abord j'ai fait mon DEA, sous l'égide d'Yves Lacoste, l'Institut français de géopolitique de Paris 8, après c'est une Hippocane et Sciences Po. J'ai fait mon DEA sur les représentations israéliennes d'un futur État palestinien. Ça s'appelait d'un éventuel État palestinien, mais le terme est important, le terme éventuel. Ensuite, j'ai fait ma thèse de doctorat sur Jérusalem, géopolitique de Jérusalem, toujours à Paris 8, avec Lacoste, qui a été publié. Et puis, j'ai passé mon habilitation à diriger les recherches il y a quelques années de cela. J'ai plusieurs doctorants. J'en suis très heureux. J'ai écrit pas mal de bouquins, je fais des conférences. Pas toujours sur le Proche et le Moyen-Orient, mais tout de même très souvent. Mon dernier bouquin, à ce jour, traite de la géopolitique du printemps arabe. Voilà, donc je me suis spécialisé sur, on va dire, sur l'ensemble de la région. Je vous dirais de façon philosophique que toutes les relations sont bonnes à développer, notamment sur le plan économique, parce que dans des sociétés, dans des États déshérités, c'est le cas des sociétés égyptiennes et jordaniennes notamment, un peu moins de la société israélienne, encore qu'il y a des disparités sociales extrêmement fortes en Israël, l'économie n'est pas suffisant, mais c'est nécessaire. Je veux dire, ce n'est pas suffisant pour éloigner définitivement le spectre du fanatisme et de la guerre, mais c'est nécessaire, ça c'est une certitude. Donc oui, bien sûr qu'elle devrait être davantage développée. D'ailleurs, je note que dans les accords de paix de Camp David de 78-79, Israël et l'Égypte s'étaient engagés à développer des relations, et non pas seulement à maintenir un état de non-guerre ou de paix froide à la frontière. Ce volet un peu oublié de cet accord a été négligé notamment par la partie égyptienne. Parce que Sadat à l'époque savait qu'il avait une opposition forte, une opposition qui l'a tué d'ailleurs, en 81, les frères musulmans, et qu'il ne fallait pas tout de même, après avoir obtenu la rétrocession de l'intégralité de la péninsule du Sinaï pour prix de la paix avec Israël, il ne fallait quand même pas en faire trop et démontrer une chaleur dans ses relations. Donc, il a pour l'essentiel entravé le développement de ces relations. Avec la Jordanie, c'est beaucoup plus simple. La Jordanie est en paix depuis 1994 avec Israël, depuis octobre 26. Entretient de bons rapports, simplement la Jordanie est un nain économique. La Jordanie n'existe pas sur le plan du high-tech. La Jordanie produit ce que produit déjà Israël, à savoir l'agriculture. Donc si vous voulez, il y a très peu d'interactions. C'est la raison pour laquelle, je crois, c'est la raison principale, non idéologique, pour laquelle il y a peu de relations économiques entre la Jordanie et Israël. Oui, bien sûr, il faudra développer ces relations davantage. C'est ce que Shimon Peres préconise depuis des décennies. D'abord, je ne suis pas certain de votre postulat. Les relations économiques, il est vrai que contrairement à ce qu'on croit trop facilement, se sont maintenues, elles se sont dans certains secteurs civils développées. Mais la nature des relations et des échanges entre la Turquie et Israël s'est considérablement modifiée. Sur décision d'ailleurs des Turcs, et avant même l'affaire de la flottille. L'AKP islamo-conservatrice au pouvoir depuis 2002, avec en particulier Erdogan, ont décidé de
de geler, en réalité, ce qui était à l'époque un partenariat stratégique avec Israël. Autrement dit, sur le plan militaire et stratégique, aujourd'hui, il reste encore des accords, mais d'abord, ils ne sont pas reconduits, et puis ils sont en quantité et en valeur moindre que ceux qui prévalaient il y a encore quelques années. Après, sur le plan touristique, c'est devenu beaucoup plus compliqué parce que des centaines de milliers d'Israéliens allaient visiter Antalya et le reste de la Turquie, ils n'y vont plus, non, ailleurs. Or, pour la Turquie, c'est un vrai manque à gagner, en tout cas pour plusieurs régions du sud du pays. Alors après, sur le civil, sur l'industriel, oui, vous avez raison, il reste encore un certain niveau. On est sur plusieurs centaines de millions de dollars d'échanges annuels, ce qui est assez faible, ce qui est un petit peu plus important ces dernières années, mais ce qui n'est pas nul. Ce qui est plus intéressant, me semble-t-il, c'est l'abandon d'un vrai projet de partenariat hydraulique. Parce que fondamentalement, dans les années 90 et 2000, le grand fantasme des Israéliens et des amis d'Israël, c'est de voir ce véritable château d'eau turc, donc non arabe, et amis d'Israël, non pas alliés, jamais, mais partenaires et amis d'Israël, livrés soit par pipe, soit par tanker, de l'eau à Israël. Israël n'a jamais reçu une goutte d'eau turque. C'est toujours resté à l'état de souhait ou de fantasme, et il n'en recevra pas. Bon, de toute façon, maintenant, Israël a développé ses propres capacités de dessalement d'eau de mer, mais si vous voulez, les Turcs, de toute façon, ne l'auraient pas fait non plus, puis ça coûtait trop cher. Or là, il y avait un vrai pôle de développement. Vous voyez, sur le plan stratégique et militaire, il y avait un vrai pôle de développement. Les Israéliens ont, non pas construit, mais ont réparé et ont fourni énormément à l'aviation turque, par exemple, ainsi qu'aux blindés. Bon, aujourd'hui, ils ne le font pratiquement plus. Vous voyez, donc, je dirais que la nature des relations, elle a évolué considérablement. Je crois d'ailleurs que dans les prochaines années, le divorce va se poursuivre et que les Turcs achèteront de moins en moins à Israël. Ils laissent mourir les derniers contrats, et pour plein de raisons sur lesquelles, si vous voulez, on pourrait revenir. Mais je ne crois pas qu'on puisse évoquer un changement de nature des relations profondes entre les deux pays simplement par l'économie. Je veux dire par là que vous avez posé un postulat que c'était un autre voisin d'Israël. Non, la Turquie n'est pas un voisin. J'ai bien compris ce que vous avez voulu dire. Il fait partie du Moyen-Orient, mais c'est pas un voisin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interaction territoriale entre les deux pays. Même pas sur la mer d'ailleurs. On va y revenir. Il y a une contestation autour de Chypre. Mais même sur mer, on n'est pas, et même après l'histoire de la flottille, on n'est pas sur une confrontation possible entre ces deux pays. Alors à partir du moment où les Turcs ont voulu, où Erdogan a voulu divorcer, ça va mourir de sa belle mort. Voilà, il me semble, je peux me tromper. Ce qu'induit votre question est très intéressant. Car vous le savez très bien, en réalité, les relations entre Israël et l'Égypte de Mohamed Morsi, donc frère musulman, entre 2012 et 2013, n'ont pas été modifiées. Et vous savez quoi, elles se sont même améliorées, ces relations. Parce que le mot-clé, ou l'un des mots-clés en géopolitique, alors sur le plan affectif, amical ou amoureux, c'est pas très joli, mais sur le plan géopolitique, c'est formidable, c'est le pragmatisme. Morsi a été très pragmatique lorsqu'il est arrivé au pouvoir vis-à-vis d'Israël, beaucoup moins vis-à-vis de sa propre population, sinon il serait peut-être encore au pouvoir. Mais vis-à-vis d'Israël, il a été formidablement pragmatique. C'est-à-dire qu'il a eu très vite maille à partir avec des djihadistes en provenance notamment de la bande de Gaza. Un certain nombre d'entre eux lui ont assassiné une quinzaine de soldats, donc égyptiens, musulmans, sunnites bien sûr, en prière le soir c'était en août, donc nous parlons d'août 2012, lors de la rupture du jeûne du sacre-saint Ramadan. Quel est l'objectif pour un Mohamed Morsi à ce moment-là? Est-ce que c'est de poursuivre ces vieilles chimères consistant à vouloir détruire l'entité sioniste, entre guillemets? Il sait parfaitement qu'il ne le pourra pas. Est-ce que ça devient, en termes de maintien d'aura et de prestige vis-à-vis de sa propre population, de mettre fin aux attaques terroristes, telles que lui-même les appelait, donc de djihadistes contre ses propres soldats? Oui, bien sûr. Voilà. Donc si vous voulez, la détestation d'Israël devient simplement tactique. Ça passe derrière. Donc il vaut mieux s'allier, entre guillemets, avec le diable, même provisoirement. Admettons qu'Israël est le diable, pour un Morsi, pour un frère musulman, et de façon à pouvoir donner un petit coup de canif aux accords de paix de Camp David, qu'on a évoqué tout à l'heure, à demander l'autorisation à Israël de pouvoir amener plusieurs régiments blindés dans le Sinaï, et à casser la figure aux djihadistes. Mais évidemment, c'est ce qu'il a fait, évidemment, avec d'ailleurs l'assentiment d'Israël.
Israël a laissé l'Égypte faire le sale boulot, et après tout, c'est son territoire, c'est rien. Donc il a été restitué en 82, c'est à l'Égypte d'y assurer la sécurité. Donc, vous voyez que, ne serait-ce que de ce point de vue-là, le pragmatisme l'a emporté. Ce qui est évident, enfin, quand on fait de la géopolitique, on trouve ça a priori évident. On n'est pas surpris de ça. Quant à Netanyahou, de l'autre côté, il n'avait aucune raison d'en vouloir particulièrement à Morsi. J'ai une formule qui vaut ce qu'elle vaut, mais je pense que si vous voulez, le pragmatisme de vos voisins, en général, je dis bien en général, l'emporte. C'est-à-dire que il est plus important de savoir quel est l'intérêt objectif, tactique, stratégique, économique, militaire peut-être, institutionnel, que sais-je encore, que votre voisin a à vous attaquer ou à ne pas vous attaquer, que de savoir ce que dit et ce qu'exige de lui son idéologie originelle. Hein. La propension du voisin à vous attaquer, elle est moins liée à son idéologie qu'à ses capacités d'une part et à ses intérêts d'autre part. Voilà. Et ça s'est passé avec Morsi. Alors, les Irois, les frères musulmans, vous les qualifiez de pragmatiques. Oui, je veux bien, pas toujours, pas partout. Hein. Ils ont quand même abattu Anwar al-Sadat. Bon. Et puis, dans les années 60, certains leur prêtaient à l'époque, dont Gamal Abdel Nasser, des velléités quand même assez peu sympathiques. Hein. Saïd Qutb a été pendu, pas en tant que pragmatique tout de même. Alors après, oui, bien sûr, ils acceptent le politique. Là-dessus, je vous suis totalement. À l'inverse d'un certain nombre de salafs, oui, bien sûr, la majorité des salafs, ils font du politique, vous avez raison. Et en même temps, bémol à ce bémol que je vous accorde, le Hamas, c'est la branche palestinienne des frères musulmans. Bon, le Hamas n'a pas toujours démontré un vrai pragmatisme. Je ne dis pas qu'il est méchant, c'est pas le problème. Je vous dis qu'en termes de pragmatisme géopolitique, il n'a pas toujours été extrêmement fort. Aujourd'hui, il est en train de le payer. Israël a une position très officiellement neutre. En fait, depuis le début du printemps arabe, Israël est neutre. Israël n'intervient pas. Il y a eu très très peu de déclarations à haut niveau, en tout cas. Après, vous savez que les journalistes, les simples députés, les simples citoyens en Israël disent ce qu'ils veulent, ils racontent tout et n'importe quoi, où il y a une foison de commentaires. Bon, l'expression est libre. Mais ça, c'est pas très intéressant. À haut niveau, et en fait avec Netanyahou, puisqu'il est au pouvoir déjà depuis un certain nombre d'années, bon, et pour encore assez longtemps, donc bon, lui et ses principaux ministres se sont fait fort de ne pas s'exprimer. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voulaient pas donner le sentiment de soutenir un mouvement qui du coup aurait été qualifié de sioniste, Oresco Reference, dans le monde arabe. Et d'ailleurs, j'ai moi-même vu et entendu des jeunes gens qui ont fait le printemps arabe, donc des jeunes modérés, des démocrates ou des jeunes nationalistes, hommes ou femmes, des débuts du printemps arabe, supplier des amis d'Israël, évidemment à l'extérieur d'Israël, y compris dans les pays occidentaux, les supplier de ne pas les soutenir. Ils demandaient le soutien du monde entier, mais surtout pas d'Israël. Ah non, la soutenu par le sionisme, alors ça, évidemment, ça les disqualifiait à la fois vis-à-vis du pouvoir qui tentait d'abattre, pouvoir nationaliste ou qui venait d'abattre, mais surtout vis-à-vis des islamistes. Bien. Donc Israël s'est fait fort de ne pas intervenir, en tout cas sur le plan discursif, et sur le plan diplomatique. Après, vous avez deux écoles chez les planificateurs, à haut niveau, civil et militaire. Des Israéliens disent, au fond, ce qui est en train de se passer, c'est pas si mal. Il y a un morcellement et un affaiblissement subconséquent, cause et conséquence d'ailleurs, affaiblissement et en fait effondrement de la Ligue arabe, d'un certain nombre d'États arabes eux-mêmes, hein, Somalie, le Soudan, la Libye, le Yémen, la guerre civile en Syrie, et tout cela va nous permettre de vivre dans un environnement dans lequel il n'y aura plus de puissances étatiques susceptibles de nous mettre en danger. Bon. Pour faire court, un 6 octobre 1973 ne sera plus possible. Voilà, des États puissants, soutenus par des superpuissants, bon, alignant 1000, 2000 ou 3000 chars d'assaut modernes, ça n'existe plus. De ce point de vue-là, c'est pas mal, on laisse faire. L'autre école de pensée, plus réaliste, au sens réel politique du terme, plus kissingerienne en quelque sorte, dit c'est embêtant ce qui se passe. Parce que, certes, Hafez al-Assad n'était pas un garçon extraordinairement pro-sioniste, bon.
Son fils, Bachar al-Assad, n'apprécie que très moyennement l'existence de l'État d'Israël. Franchement, depuis 1974, c'est des voisins plutôt assez tranquilles, assez calmes. Et surtout, ce sont des gens, les autocrates, en fait, c'était valable avec Moubarak, bien sûr, en Égypte. Ce sont des gens qui sont représentatifs de leur peuple, en tout cas, qui ont le vrai pouvoir, qui ont toutes les prérogatives, et par conséquent, avec lesquels nous pouvons négocier, j'allais dire la paix ou la guerre, mais enfin, on sait à qui parler. Voilà. S'il y a morcellement, s'il y a parcellisation et s'il y a foisonnement des groupes, et a fortiori des groupes islamistes qui sortent même pas entre eux et qui font tout et n'importe quoi à nos frontières, on sera dans une instabilité permanente et par conséquent, nous n'aurons pas de véritable sécurité aux frontières. Il y a deux écoles. Je ne dirais pas qu'elles s'affrontent, elles se complètent, dans la mesure où pour l'instant, de toute façon, Israël est très passif. C'est wait and see. Il est très passif. Hein. Mais écoutez, même en Syrie, les Israéliens ont frappé à plusieurs reprises des cibles en Syrie ces dernières années. Oui. Alors oui, exactement. C'est-à-dire que Bachar al-Assad a hurlé, évidemment, c'était très bon pour sa propagande et on peut le comprendre, il a hurlé évidemment à la connivence entre le sionisme et les islamistes radicaux, évidemment. Les cibles en réalité étaient des cibles iraniennes destinées au Hezbollah, des armes destinées au Hezbollah et qui transitaient par ce territoire de transit qu'est pour Israël, au fond, dans ce schéma-là, la Syrie. Bon, Israël a frappé au Soudan pour les mêmes raisons. Bon, quand le Soudan n'est pas en guerre civile, les frères musulmans ne sont pas, ils ne menacent pas le pouvoir, ils sont à moitié au pouvoir. Donc, je vous dirais qu'on est dans une politique paradoxalement assez passive pour ces deux raisons. D'abord, la neutralité parce qu'on ne veut pas soutenir des gens qui nous sont plutôt sympathiques, et d'autre part parce que, en réalité, il y a deux écoles, on verra bien ce qui se passera in fine, mais de toute façon, on ne va pas appuyer fortement l'une ou l'autre parce qu'on ne va pas insulter l'avenir. Qui aura le pouvoir à Damas dans 10 ans? Toujours Bachar al-Assad ou l'État islamique? Et donc les Israéliens jouent un jeu évidemment qui paraît ambigu. C'est un jeu à très faible, comment dirais-je, à très faible activité en réalité, très faible activité. Très franchement, je crois pouvoir affirmer que l'école majoritaire aujourd'hui demeure quand même l'école, je mets entre guillemets, réaliste. C'est-à-dire que les Israéliens, fondamentalement, accordent un satisfecit au régime prévisible. La prévisibilité pour un État comme Israël depuis 1948 et avant, depuis les débuts du sionisme, est la matière politique la plus précieuse. Le fait de savoir que ce dictateur qui se trouve à notre frontière est extrêmement mal disposé à notre égard, que celui qui se trouve à 3000 km est très mal disposé également à notre égard, qu'ils vont peut-être faire une bombe, c'est une chose qui est à la fois inquiétante et rassurante. Le fait de le savoir et de pouvoir éventuellement négocier quelque chose avec lui. Ce syndrome, il fonctionne même avec le Hamas. Le Hamas qui est en rupture de banc permanent avec l'autorité palestinienne légale, légitime, avec laquelle en principe Israël négocie. Je dis bien en principe. Bon. Donc le Hamas est déjà sissipare en quelque sorte au sein du camp palestinien. Mais maintenant, même le Hamas le reconnaît. Dans cette petite bande de Gaza dont il dispose, en principe, il y a des forces qui ne lui obéissent plus. Alors c'était le djihad islamique autrefois, c'est maintenant l'État islamique. Donc les Israéliens sont systématiquement poussés à renouveler leurs exigences de représentativité en termes de pouvoir. C'est-à-dire que même dans le camp palestinien, qui est tout petit, qui est morcelé, ils disent à Mahmoud Abbas, on va discuter avec toi, Netanyahou, c'est pas ce qu'il dit pour l'instant, enfin, des Israéliens ont accepté avant Netanyahou de discuter avec Abbas. Mais l'exigence était la suivante, on discute, on échange un certain nombre de territoires, mais en contrepartie de quoi tu nous assures la sécurité. Et Mahmoud Abbas ne pouvait pas le faire parce que le Hamas jouait la politique du pire et il faisait tout pour empêcher. Donc les Israéliens maintenant vont se retourner vers le Hamas, c'est peut-être déjà en train de se faire, discrètement, en leur disant, bon, on échange une trêve sur 10, 15, 20 ans, et du fait qu'on laisse passer davantage de marchandises, vous nous assurez la sécurité? Bien sûr, le Hamas va dire oui, est-ce qu'il en est capable? Même plus. Vous comprenez? Donc on est dans une espèce de quadrature du cercle. Alors, je finis d'un mot pour vous répondre très concrètement. Je crois quand même que c'est l'école plutôt... donc les Israéliens sont plutôt gênés, sont plutôt embêtés aujourd'hui. Certes, la Syrie n'est vraiment plus un pays dangereux, mais franchement, ça fait longtemps que la Syrie n'est plus un pays dangereux, depuis au moins la chute de l'URSS et la paix avec l'Égypte. Bon, et là, Assad ne va pas commencer à s'amuser à toucher Tel Aviv, c'est sûr, d'autant moins qu'il n'a même plus de gaz de combat maintenant, mais en contrepartie, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir en face une espèce de nouvelle guerre civile ou une dictature islamiste, qui ne serait pas meilleure évidemment, qui serait pire?
mais pire du pire, peut-être même plusieurs régions, plusieurs camps islamistes radicaux s'affrontant eux-mêmes et tentant d'introduire Israël dans la danse. Autrement dit, chacun tentant de faire croire que c'est l'autre qui vient de bombarder le plateau du Golan. Mais ça a été échoué, ça, ces dernières années déjà, entre le pouvoir et les opposants. Bon, Israël, pour l'instant, n'est pas tombé dans ce piège. Le rapprochement entre Israël et le Liban est un postulat qui n'est pas efficient. Le Liban n'est pas un État souverain. Le Liban n'est pas un État souverain. Le Liban est officiellement un État souverain, bien évidemment, et reconnu comme tel. Le Liban dispose des infrastructures et d'un véritable État et d'un dispositif constitutionnel tout à fait honorable et qui, en principe, sur le papier, fonctionne. Pas de diplomatie libanaise. Le Hezbollah, aujourd'hui, dispose de l'essentiel de la diplomatie du Liban. Et ceux qui ne lui obéissent pas s'affrontent directement à lui ou suivent l'Arabie Saoudite. Donc il y a une instrumentalisation des différentes communautés au Liban, que vous connaissez par cœur, par l'extérieur. Les Saoudiens qui jouent sur les sunnites, évidemment l'Iran sur les chiites. Israël a joué sur les maronites dans les années 70, etc. Bon. Donc de ce point de vue-là, quand on me dit qu'est-ce que le Liban pense rien du tout. C'est très triste, mais c'est comme ça. Donc vous avez différentes factions, communautés, etc. Maintenant, votre question, elle pose celle des fermes de Sheba, parce que sinon, entre le Liban et Israël, voilà, l'ancienne ligne bleue ne pose pas de problème, la ligne violette avec la Syrie, des fermes de Sheba. Alors, vous savez qu'il y a un problème cadastral quand même, hein. C'est que cette zone appartenait quand même à la Syrie avant 1967. Hein. Et oui, ce gros malin de Bachar el-Assad a décidé de ne pas les revendiquer. Bien sûr. Et il a laissé le soin à ses alliés de Hezbollah libanais, donc du coup au Liban, on va dire ça comme ça, de les revendiquer. Oui, non, mais très bien. Mais alors du coup, ça appartient à qui? Ça appartient au Liban? Ah oui, mais attendez. Alors si ça appartient au Liban, comment se fait-il que le Liban ne revendique pas l'ensemble du plateau du Golan, hein? Pourquoi pas la Cisjordanie aussi, hein? Oui, bon, la bande de Gaza et Jérusalem-Est. Sérieux. Donc ce territoire appartenait de plein droit à la Syrie. C'est à la Syrie et à Israël de le négocier. Je connais un tout petit peu, pas très bien, mais un tout petit peu, Israël et un tout petit peu la Syrie. Il n'y aura pas de négociation entre Israël et la Syrie, si tant est que la Syrie existe encore aujourd'hui, et même si Assad devait rester au pouvoir une éternité, parce que les Israéliens n'abandonneront pas le plateau du Golan. Ils ne l'abandonneront pas. Et dans ce plateau, au sein de ce qu'on appelle d'ailleurs improprement le plateau du Golan, à l'extrême nord, les contreforts de l'anti-Liban, le Hermon ou le Hermon, se trouvent les fermes de Sheba. C'est un point visuellement stratégique pour les Israéliens. Alors s'ils ont déjà toujours refusé, même sous des gouvernements travaillistes, de restituer une parcelle du sud moins stratégique et moins élevée du plateau, vous pensez bien, surtout en ce moment, et dans les prochaines années, qu'ils ne vont pas s'amuser à donner au Hezbollah les fermes de Sheba. Donc là, pour le coup, je pense que à ce niveau-là, c'est mort. Il n'y a rien à attendre. Par ailleurs, vous me posiez la question de... Je demandais si la menace de l'État islamique, généralement, pouvait amener à des Pardon. L'État islamique, depuis le printemps 2014, ne s'est absolument jamais gêné pour attaquer des forces relativement redoutables et ou pour s'emparer de territoires situés dans son environnement immédiat. Ça a été l'attaque tous azimuts. L'État islamique a tenté de prendre Erbil, d'attaquer le Kurdistan, c'est un échec, grâce aux frappes aériennes américaines. L'État islamique s'est attaqué à Mossoul et a pris Mossoul, a tenté d'encercler Bagdad, il a échoué de peu, a attaqué les alentours d'Alep, Kobané, dans le nord de la Syrie. Il y a un territoire, une seule zone, vous m'entendez bien, que l'État islamique a renoncé à attaquer, c'est la Jordanie. Alors écoutez, je vous invite et j'invite vos téléspectateurs, je ne sais pas comment appeler ça, vos auditeurs, vos internautes, à consulter une carte. Bon, pas de géopolitique sans carte évidemment. Mais ce qui est très intéressant, c'est que l'État islamique, à l'ouest de l'Irak, dans la province d'Umbar, pouvait absolument et facilement s'emparer de l'écharpe orientale de l'est de la Jordanie.
Intéressant. Voilà un État quasi exclusivement musulman, quasi exclusivement sunnite, arabe bien évidemment. Un État dont la majorité de la population est palestinienne. Et par conséquent pas bédouine, et donc dont l'allégeance au roi peut être éventuellement remise en cause. Ils pouvaient rentrer comme dans du beurre. Attendez, puis l'armée jordanienne, si vous voulez, c'est quand même pas l'armée américaine. Ils n'ont pas franchi la frontière. J'ai un début d'explication qui rejoint votre question, c'est promis. Ce n'est qu'une hypothèse de travail, bien évidemment. De la même manière que Saddam Hussein, en 1991, n'a pas attaqué cette frontière et n'a pas propulsé sur Israël des missiles Scud dotés de gaz de combat, il pouvait le faire. De la même manière, l'État islamique a renoncé à entrer en Jordanie. Dans les deux cas, Israël a prévenu que la ligne rouge, sa ligne rouge, la vraie ligne rouge, pas la ligne rouge d'Obama, avec les gaz neurotoxiques syriens, une vraie ligne rouge sérieuse, c'était la frontière irako-jordanienne. Ce n'est qu'une hypothèse de travail. Alors vous allez me dire, mais attendez, l'État islamique est composé de gens qui souhaitent mourir. Pas si vite. D'abord, ils ont d'autres chats à fouetter. Parce que de toute façon, ils savent très bien qu'ils ne vont pas pouvoir anéantir l'entité sioniste rapidement. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, plutôt que de perdre rapidement l'essentiel de ces forces par le truchement de bombardements aériens qui auraient été réellement cataclysmiques pour eux, ils ont préféré s'en tenir là et attaquer d'autres forces moins potentiellement dévastatrices, de façon à mieux et plus purifier, entre guillemets, le territoire déjà conquis. Parce qu'à la fin des fins, tous les fanatiques se comportent toujours de la même manière. Avant d'aller attaquer des États ou des groupes situés très loin de leur base, ils cherchent d'abord à purifier leur propre territoire. C'est effrayant, ça. Non, mais tout le monde cherche à faire ça. Enfin, les nazis l'ont fait aussi. Et l'État islamique, regardez à quel point il a d'abord cherché, plutôt que d'aller s'amuser à attaquer plus ou moins de Jordanie ou Israël, à purifier son territoire, donc chasser les chiites, chasser les chrétiens, massacrer les yézidis. Bon, tout ça, on connaît par cœur. Peut-être demain les Druzes et les Alaouites, etc. Donc, vous voyez que, je dirais qu'il n'y a pas de connivence entre l'État islamique et Israël. Mais ce qui est sûr, c'est que si j'étais... C'est très désagréable de l'imaginer, donc j'imagine que pour les besoins de votre interview, si j'étais chef de l'État islamique, je ne m'attaquerais pas directement à la force, peut-être à la seule force, dont je sais qu'elle va avoir, les capacités, la volonté de m'anéantir, ou en tout cas de me porter des coups tellement durs, que du coup je vais me retrouver ridicule, ou en tout cas en perte de vitesse face aux autres forces que j'arrive à contenir, voire même à repousser. Donc l'armée irakienne, parce qu'il en reste, les chiites, finalement irakiens, l'armée iranienne qui n'ose pas intervenir ou qui n'intervient pas pour d'autres raisons, l'armée syrienne que j'arrive plus ou moins à repousser, peut-être les peshmerga kurdes. Bon, là, c'eût été des coups très durs. Hein. Vous voyez, donc, même eux, quelque part, sur le plan stratégique, pas sur le plan idéologique, hein, mais sur le plan ne serait-ce que stratégique, ils ont entretenu, à mon avis, c'est une hypothèse de travail, cette histoire de Jordanie dont je vous parle, une forme de pragmatisme pour mieux massacrer et avancer par ailleurs, hein, sur d'autres territoires. Mais là, je pense qu'il n'y a pas d'interaction directe, si vous voulez, entre l'État islamique et Israël. Pareil pour Gaza. On me dit, et même le Hamas aujourd'hui le dit, oui, des membres des activistes de l'État islamique sont maintenant dans la bande de Gaza. Mais qu'est-ce que ça change pour Israël? Ils vont creuser davantage de tunnels comme en ont fait le Hamas. Israël va détruire davantage de tunnels. Ils vont propulser davantage de missiles. Dôme de fer va frapper davantage de missiles. Qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que vous êtes État islamique dans la bande de Gaza. Ce qui compte dans cette phrase, c'est bande de Gaza, c'est pas État islamique. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc je ne suis pas certain, d'ailleurs pour fréquenter un petit peu les milieux militaires israéliens, bon, c'est pas, pour l'instant Israël est moins préoccupé de ça que d'une éventuelle bombe iranienne. Et oui, donc voilà, si j'ai pu vous répondre. Pour l'instant il n'y a pas d'interaction entre l'État islamique et Israël. Les Israéliens malins, les Israéliens intelligents, ne sont pas tous, hein, pensent que le peuple perse et les Iraniens survivront à cette république islamique. Je pense qu'ils ont raison. Ces mêmes Israéliens pensent que les populations arabes survivront aux régimes arabes actuels, mais que ce seront les mêmes. C'est-à-dire que l'hostilité viscérale ou fondamentale, parfois un peu paranoïaque, que les Israéliens voient de façon un peu paranoïaque dans les pays arabes, au fond que ce soit Morsi, qu'on a évoqué tout à l'heure, Al-Sisi, Abdallah Jordani, bon,
Oui, mais très bien, mais ces régimes tombent, ils ne tombent pas, ils se succèdent à eux-mêmes, ce seront toujours des Arabes. Et ils entretiendront toujours, aux yeux des Israéliens, peut-être qu'ils se trompent, une hostilité d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas un rapport de force vis-à-vis d'Israël. Or, les Israéliens pensent que ce régime est extrêmement problématique, le régime au pouvoir interne est très problématique, donc tu vois, avec le Pasdaran, avec le soutien au Hezbollah, c'est vrai, mais que ce régime, comme d'autres, que dis-je, comme tous les autres régimes, c'est forcément éphémère, rien n'est éternel ici-bas, et surtout pas les régimes politiques, disparaîtra au profit d'un régime meilleur. Et là, qu'est-ce qui restera? La population iranienne avec laquelle il n'y a aucun problème. L'antisémitisme en Iran, il n'y a quasiment jamais eu, voire jamais eu, je dis quasiment pour être poli, j'en connais pas. Bon, les Iraniens écoutent, et on sait plus que de raison, le Kol Israël, donc la radio israélienne en farsi. Ils n'ont jamais été anti-américains. La base de la population iranienne, anti-américains, ils sont pas occidentaux. Niveau technicité au top. Hein, je crois 2 fois ou 3 fois plus d'ingénieurs chaque année que dans les 22 États arabes. Donc si vous voulez, ça c'est ce qui intéresse Israël. D'autant plus que l'Iran, c'est la deuxième ceinture, derrière la première ceinture des États arabes. Bon, avec le Shah d'Iran, bon, ça a duré que quelques années, évidemment, jusqu'en 1979, mais... donc, le problème aujourd'hui, c'est ce régime lié à cette potentielle bombe. Mais les Israéliens un peu intelligents pensent que, à terme, c'est une question de temps avec l'Iran. Alors qu'avec les Arabes, c'est une question. Il n'y a pas de question. Ce sera toujours compliqué. Mais oui. Mais... David Ben Gourion, le fondateur de l'État, était un vrai stratège, politique et à certains égards militaire, a toujours considéré qu'Israël était un État tout petit et entouré d'États hostiles, sans alliés. Jusque-là, c'est vrai. Plus ou moins hostilement. Mais sans alliés directs, ça c'est sûr. Et par conséquent, il fallait chercher derrière cette première ceinture d'États arabes une deuxième ceinture d'États qui auraient pu s'allier à Israël et à tout le moins s'avérer hostile à ces États arabes. Bon. Ça a été un échec total. C'était très bien vu, mais ça a été un échec total. 3 États ont réellement correspondu à cette ceinture, ont intégré cette ceinture pendant seulement quelques années. Il y a eu très tardivement, contrairement à ce qu'on croit, très tardivement la Turquie. Mais la Turquie, c'est février 96, c'est très tardif. Israël, c'est 48. Février 96, l'accord de partenariat stratégique, et il va durer quoi? Moins de 10 ans. C'est février 96. Jusque-là, contrairement à ce que beaucoup d'observateurs prétendent, la Turquie n'est pas alliée, et encore, n'est pas amie d'Israël, et encore moins alliée. Les relations sont glaciales après le coup d'État de 80. Bon. Donc là, il y a eu pendant quelques années, effectivement, un vrai partenariat derrière la Syrie. Et au-dessus de la Syrie. Bon, enfin, la Syrie n'était déjà plus un État menaçant pour Israël. Bon, ça pourrait être intéressant au niveau de l'eau, on en a parlé, et pour l'entraînement notamment des pilotes israéliens dans le ciel anatolien. Il y a eu l'Iran. L'Iran du Shah, bon, ça a duré quelques années dans les années 70, en 79 évidemment ça s'arrête, et encore, c'est vrai que l'Iran fournissait du pétrole à Israël. Bon. Enfin, Israël aurait pu s'approvisionner ailleurs. Il n'y avait pas beaucoup de partenariat militaire entre les deux pays. Bon, on s'entendait pas mal sur la base des représentations communes. Hein. D'abord, on n'aimait pas de part et d'autre, on se méfiait des Arabes, d'accord, très bien. Et puis, ouais, on était très. Le modèle institutionnel était plutôt, se voulait plutôt occidental, bon, avec une perception de soi, c'est valorisant des deux côtés. Bon, voilà. Puis on veut jouer aussi sur des aspects bibliques, Cyrus le Grand qui délivre les Hébreux. Avec les représentations, ce qui est magique, c'est qu'on peut toujours, on peut toujours trouver plein de choses. Bien. Mais ça s'arrête en 79. Reste l'Éthiopie. Comme je vous le dis, l'Éthiopie d'Haïlé Sélassié. Jusqu'à sa chute sous les coups du futur dictateur Mengistu en 75. Alors Haïlé Sélassié, alors, si vous voulez, il était très, sans doute, grâce au bon souvenir du roi Salomon, il était très favorable au sionisme et à Israël. Et il avait offert à l'époque des petits lions de Judée, des vrais lions, hein, pas des bibelots, des lions vivants, aux généraux des Israéliens vainqueurs de la guerre des 6 jours. Alors, si vous voulez, c'est intéressant des lions, mais en termes d'alliance stratégique, c'est assez faible. Hein. Donc, ce que cette alliance apportait à Israël se résume à quasiment rien du tout, en réalité. L'Éthiopie des années 60-70 est l'un des pays les plus pauvres du monde. Bon, alors oui, l'accès à la mer Rouge, oui, enfin, encore a-t-il fallu que l'Éthiopie disposât de bateaux. Tout ça n'est pas sérieux. Ça a échoué. Dans les années 90,
avec les accords d'Oslo, 93, bon, la paix donc avec l'Égypte qui a eu en 1819, la paix avec la Jordanie en 94, les choses se détendent, l'URSS a chuté en 91, ça n'existe plus. Israël peut souffler, cette deuxième ceinture est moins importante, devient moins fondamentale, les Arabes sont moins dangereux, ils sont alliés soit aux États-Unis, soit dans tous les cas ne sont plus alliés à une URSS qui n'existe plus, et puis la montée en puissance militaire et technologique d'Israël est tout à fait certaine dès les années 90. Bon. Je dirais que sur le plan économique, la troisième ceinture, maintenant il y a une troisième ceinture dont on peut considérer qu'elle existe, a commencé à être brodée dans les années 90 et 2000. Aujourd'hui, elle prend tout son sens avec le high-tech israélien. C'est l'Asie. L'Inde, la Chine, Singapour, bien sûr, la Thaïlande, la Corée du Sud, le Japon, mais c'est pas nouveau. Une grande partie de l'Asie centrale, donc les républiques musulmanes ex-soviétiques, qui entretiennent de très bons rapports avec Israël pour la plupart d'entre elles. Même plusieurs pays du Caucase, je pense à l'Azerbaïdjan. Évidemment l'Azerbaïdjan, premier fournisseur de pétrole à Israël, ex aequo avec le Nigeria. Entre parenthèses, État musulman chiite, merci, parenthèse fermée. Tout ça constitue, on va dire, une espèce de j'aime pas beaucoup parler comme ça, c'est un peu les Coréens que déteste aussi Lacoste et il a raison, mais ça constitue une espèce de demi-vaste ou gigantesque, ça c'est même plus une ceinture, mais elle n'est que demi, ou un arc, ou une demi-lune, qui sur le plan économique, moins diplomatique, où la plupart de ces pays votent contre Israël à l'ONU. Ce n'est pas très important à l'Assemblée générale, c'est moins important, mais sur le plan économique et technologique, ces États achètent beaucoup à Israël et échangent beaucoup avec Israël. Non. Il n'y a pas de dimension idéologique dans leur démarche à ces États. En général, ils ne connaissent pas très bien la question juive, je veux dire avec un Q majuscule, la question sioniste, tout ça leur échappe un peu, l'Europe de la fin du 19e, Théodore Herzl, franchement. Bon, on fait du business chez ces gens-là. Et comme la Ligue arabe s'est considérablement effritée, voire effondrée, je veux dire en termes de puissance, après les chocs pétroliers dans les années 90, 2000 et avec bien évidemment aujourd'hui le printemps arabe, eh bien il n'y a même plus la crainte d'une espèce d'épée de Damoclès pétrolière. Donc on échange allègrement avec Israël. Allègrement. Prenez l'Inde, prenez seulement l'Inde, qui vote systématiquement contre Israël à l'Assemblée générale des Nations Unies, mais qui achète chaque année maintenant pour plus d'1,5, 1,7 milliard de dollars de matériel, et je ne vous parle que des matériels militaires. Je ne vous parle pas de tous les autres. Donc, avec une augmentation annuelle d'environ 20%, 20 à 25%. Annuelle. Bon. Vous voyez, alors, il y aurait une autre partie de cette espèce de troisième ceinture. Bon, l'Union européenne qui reste quand même de loin. Hein. L'Union européenne, de loin, le premier client et fournisseur d'Israël. Bon, les États-Unis, bien sûr. L'Amérique latine, mais ça ne bouge pas beaucoup. Mais l'Afrique, plusieurs pays d'Afrique. Pensez au Ghana, pensez au Nigeria, pensez au Rwanda aujourd'hui. Hein. Pensez au Kenya, qui entretiennent des relations au sud. Bon, au Sud-Soudan, quand il arrêtera d'être en guerre civile, mais pensez à ces États-là qui aujourd'hui entretiennent vraiment d'excellents rapports économiques et parfois politiques, comme le Rwanda, avec Israël. Alors, on ne peut pas mettre sur le même plan, bien évidemment, l'Inde et la Chine, et d'une part, et de l'autre côté, l'Afrique subsaharienne. Oui, mais quand même, sur le plan tactique, voire sur le plan stratégique, ces États se trouvent derrière des États hostiles. Je pense au Soudan. Derrière ou en amont. Ou en amont. Bah, écoutez, l'un des plus longs, sinon le plus long fleuve du monde, le plus ancien, je vous raconte, le plus vénéré par les civilisations les plus anciennement connues, en tout cas de nous, le Nil, quand même extraordinairement précieux pour le Soudan et l'Égypte. Oh, je dis ça, je dis rien. Mais en amont du Nil, un certain nombre d'États comptant réaliser des barrages sont des États amis d'Israël. Je n'en tire absolument aucune espèce de conclusion. Alors oui, d'abord, il y a une véritable guerre civile au sein du monde musulman entre les chiites et les sunnites. C'est d'ailleurs pas le seul clivage de cette guerre civile, puisque je dirais qu'entre la notion de Watan, la notion d'Umma, entre les nationalistes et les islamistes, on a une véritable, on voit bien en Égypte, il y a aussi une véritable rivalité, et d'ailleurs, au fond, même entre les islamistes, entre Nusra et l'État islamique que vous mentionniez tout à l'heure, juste le titre. Enfin, en tout cas, sunnite chiite, ça n'a pas toujours été le cas.
Tant s'en faut, mais oui, aujourd'hui on est sur un vrai clivage où l'instrumentalisation du religieux par le politique, mais ce qui à la fin des fins revient au même. On est vraiment dans une forme de guerre confessionnelle, guerre de religion, pour ça comme on veut, entre chiites et sunnites. Israël ne prend absolument pas position. Sauf que, à l'instar de la plupart des Européens, de la plupart bien sûr des États arabes, puisqu'ils sont sunnites, presque tous, Israël semble effectivement aujourd'hui soutenir plutôt les États sunnites, et notamment l'Égypte bien sûr, mais l'Arabie saoudite et d'autres pétromonarchies dans le Golfe, face à ce qu'on appelle l'arc chiite, l'Iran et ses alliés. Mais le rapprochement de l'Arabie saoudite, je dirais que pour l'Arabie saoudite, c'est le rapprochement du chant du cygne. Je peux tout à fait me tromper, mais je pense que l'Arabie saoudite sent passer le vent du boulet de l'abandon américain, et à terme peut-être occidental. Gaz de schiste aidant, bonne connaissance enfin, que nous avons enfin, du wahhabisme, qui est une idéologie simplement fanatique au dernier degré, et qui est au pouvoir en Arabie saoudite et au Qatar, fort de ce que nous savons de la responsabilité directe ou indirecte d'au moins ces deux régimes dans la création de toute pièce de Daesh, eh bien, un certain nombre d'États se tournent, et je crois que c'est le cas aujourd'hui pour les États-Unis, rééquilibrent leurs relations et à terme se tourneront sûrement vers l'Iran. Alors Israël à court terme, tant que la question nucléaire de l'Iran n'est pas réglée, Israël a un intérêt à court terme effectivement à tenter d'aider à endiguer la puissance iranienne et par conséquent à gêner également ses alliés, y compris le Hezbollah. Ça c'est du court terme, mais après. D'abord, je ne suis pas certain que l'Arabie saoudite existera encore en tant que telle dans quelques années, je ne suis pas certain. Ensuite, le régime au pouvoir en Iran, qu'on a évoqué tout à l'heure, du Raski Durra, en 2009, il a tangué. Printemps iranien de 2009, ça a été violent, il a tangué le régime. Bon, on verra bien, je ne suis pas prophète. Ce sont des hypothèses de travail, mais je pense qu'à moyen et long terme, les Israéliens ont un véritable intérêt à se rapprocher comme le pensent un certain nombre d'entre eux aujourd'hui, à se rapprocher bien évidemment d'Iran. Et d'ailleurs, de façon peut-être plus générale, je n'aime pas tellement le mot de bloc, parce qu'il n'y a pas de bloc chiite. Vous voyez, Azerbaïdjan, État chiite qui s'entend très très bien avec Israël, bien sûr. Mais enfin, on va dire au bloc revendicatif chiite autour de l'Iran, disons, on va dire ça comme ça. En même temps, le jour où la République islamique aura chuté, je ne sais pas quelle sera la politique du nouveau régime en place à Téhéran. Donc on ne peut que supputer. Mais je pense en tout cas que c'est un partenariat à court terme. Je pense que c'est un partenariat à court terme. Je me demande bien d'ailleurs ce qu'Israël peut apporter, sauf du renseignement. Enfin, oui, mais outre du renseignement, ce qu'Israël peut apporter à l'Arabie saoudite. Et alors pour le coup, je ne vois absolument pas, mais vraiment absolument pas ce que l'Arabie saoudite peut apporter à Israël. Elle est réaliste et applicable dans la mesure où il y aurait volonté des deux parties en présence. Après tout, une trêve, la fameuse Houdna, c'est provisoire, c'est un acte provisoire. D'ailleurs, je vais vous dire, c'est même pas un acte politique. À l'origine, c'est un acte militaire. Cessez le feu, trêve, on arrête de se battre pour l'instant. Mais c'est certainement pas faire la paix, et c'est certainement pas afficher une vraie reconnaissance politique de l'autre. Bon. Mais ça permettrait d'abord aux Israéliens sans doute de développer mieux et plus encore leur matériel et leur technique antimissiles. Bon, Dôme de fer fonctionne déjà très bien, ça a été démontré il y a un an, mais il faut toujours faire mieux. Et puis c'est intéressant, j'allais dire politiquement et électoralement parlant, de toute façon pour le Premier ministre de pouvoir assurer sur un mandat entier, Netanyahou recommence un nouveau mandat avec une majorité très 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 ténue, comme vous le savez, très, très, très fragile. C'est très intéressant de montrer à son opinion que d'ici, je sais pas, 2, 3, 4 ans, lorsque le gouvernement tombera et qu'il y aura de nouvelles élections, qu'il a fait régner le calme d'une manière ou d'une autre à la frontière sud. Mais je pense que c'est plus précieux pour le Hamas, parce que le Hamas a pris des coups extrêmement durs durant l'été 2014, et peut-être pire que ça pour lui. Il va maintenant commencer à manger son pain noir face à l'État islamique. Parce qu'au fond, que le Hamas prenne des coups par l'ennemi sioniste diabolique, quelque part, comment dirais-je,
c'est presque une récompense au sens de sa propagande théocratique. Mais qu'il y ait guerre civile, qu'il y ait fitna, au sein même de la minuscule bande de Gaza, alors que la seule force dans le monde du Hamas est de pouvoir dire nous tenons ce territoire, certes il est petit, il est très pauvre, et nous le tenons, et les gens nous sont tous favorables. C'est même plus le cas. C'est même plus le cas. Voilà. Donc je crois que le Hamas aujourd'hui doit pouvoir être sûr de ne pas prendre des coups de la part d'Israël pour mieux régler ses problèmes internes. Et éventuellement faire le coup de feu face aux militants de l'État islamique, aux actifs, aux terroristes, appelez ça comme vous voulez, de l'État islamique, chez lui. Et puis, sur le plan économique et social, la situation est catastrophique. Alors, à cause d'Israël et de l'Égypte, oui, bah bien sûr, il y a blocus. Oui, enfin, petite parenthèse, blocus absolument total du côté égyptien, pas total du côté israélien. J'aimerais bien qu'on le rappelle, parce que sinon, on parlerait là d'1,5 million de personnes qui mourraient d'inanition. Oui, mais donc, le blocus, à mon avis, c'est un échec, et moralement, on peut en dire ce qu'on veut. Et ce qui est sûr, c'est qu'il est beaucoup plus dur du côté égyptien. Parenthèse à nouveau fermée. Mais on ne le rappelle pas suffisamment. Le Hamas a besoin d'oxygène. Pas tellement pour lui, mais pour, encore une fois, pour montrer à sa population qu'il sait gérer, qu'il sait négocier, et qu'il a obtenu des adversaires, des ennemis ou des amis, peu importe, mais qu'il a obtenu de quoi vivre mieux. Sinon, à quoi bon avoir soutenu de la part de la population le Hamas toutes ces années et avoir subi deux guerres? Je ne dis pas dire que le Hamas est exclusivement le seul responsable. Moi, je pense qu'il est principalement responsable de ces guerres avec Israël. Enfin, on peut toujours en discuter. Mais si je suis palestinien de Gaza, je constate objectivement qu'Israël est peut-être très méchant et l'Égypte est peut-être très méchante, mais je constate que le Hamas ne parvient pas à scolariser, soigner, loger, peut-être même nourrir et sécuriser les enfants. Je ne suis pas d'accord. Vous voyez? Donc je pense que il y a ces contacts, je vous les confirme, ils existent. Maintenant, une trêve 3 ans, 5 ans, 10 ans, une trêve ça vaut ce que ça vaut. C'est comme les promesses, hein. Voilà, elles sont tenues par ceux qui voulaient bien qui veulent bien y croire. Mais s'il y a comment dirais-je, connivence d'intérêt, ça peut tenir. Je pense aujourd'hui qu'il y a cette conjonction, plus exactement, d'intérêt. Donc je pense que oui, ça peut tenir.